On va commencer tranquillement, tout le monde n'est pas revenu, mais bonjour. Donc la photophobie est un motif fréquent de consultation, mais qu'en est-il tout d'abord des étiologies et puis qu'est-ce qu'on peut proposer comme conduite à tenir pour arbre diagnostic et pour la prise en charge de ces patients? Pour tout ça, on va reprendre l'histoire d'un patient que j'ai vu en consultation, c'est Monsieur L. Il a 30 ans, il est arrivé avec des lunettes de soleil, donc vous voyez, il est dans la salle d'attente, il a ses lunettes de soleil, il entre dans le bureau de consultation en disant je viens pour une photophobie. Ça fait déjà quelques années que je suis gênée, mais alors là depuis un an c'est pire que tout, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus voir, c'est la catastrophe. L'acuité visuelle, on ne monte pas au-dessus de 5 dixièmes, mais bon, il a refusé d'enlever ses lunettes de soleil. C'est extrêmement compliqué à réaliser. Vous imaginez un petit peu le tableau. Le fond d'œil est normal. Voilà, alors qu'est-ce qu'on propose à ce patient? Qu'en est-il de sa gêne? Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est la photophobie? La photophobie, c'est un phénomène pathologique qui est en fait une perception douloureuse de la lumière. Donc c'est une perception anormale d'un phénomène lumineux classique. Et du coup, ça n'est pas quantifiable, puisque c'est une perception. On ne peut pas quantifier la photophobie. Par contre, ce qu'on peut quantifier, c'est l'éblouissement. Et vous l'avez vu tout à l'heure dans le topo de Xavier, il l'a présenté de façon beaucoup plus large. On peut quantifier l'éblouissement. Et là, un des exemples, c'est le test Glaire, proposé là, c'est sur la machine Métrovision. Il y a plein d'autres tests possibles, où on va simuler un éblouissement latéral. Vous voyez la petite lumière sur le côté, dont la luminance va changer. Ça passe de on a un candéla, un candéla par mètre carré, 5 candélas par mètre carré et 100 candélas par mètre carré. Le patient va regarder l'écran et va lire les lettres et on entoure les lettres qui sont lues. Donc Monsieur L va faire ce test et vous voyez sur l'écran de simulation en bas, premièrement le sujet normal. Est-ce que vous voyez? Oui, super. Ici le sujet normal et ici Monsieur L. Donc on ne peut pas quantifier sa photophobie, mais ce qu'on voit, c'est qu'il a un éblouissement réel, extrêmement gênant et important. Alors, à quoi c'est lié? Pourquoi est-ce qu'il est gêné par cet éblouissement? Il y a deux voies qui sont classiquement impliquées, une connue depuis bien longtemps, qui est la voie trigéminée, et une plus récemment, qui est la voie des cellules à mélanopsine. Donc la voie trigéminée, de façon très simple, toute la sensibilité de la face sont médiées par le nerf trijumeau. Donc vous savez, le haut de la face, on est sur le nerf trijumeau qui est le 5e paire crânienne, 5-1, et notamment tout ce qui est la cornée va être innervé par le nerf trijumeau avec une information qui part de l'œil et puis qui va partir vers le tronc cérébral jusqu'au noyau du 5 et puis l'information va être transmise au niveau du cerveau sur tout ce qui est le cortex sensoriel. Et cette information, quand elle est douloureuse, il y a un apport d'information de douleur. Donc ça, c'est une voie qui est connue depuis extrêmement longtemps sur tout ce qui est sensibilité par la voie trigéminée. Une deuxième voie, c'est la voie des cellules à mélanopsine. Et là, c'est beaucoup plus récent qu'on sait qu'elle est impliquée dans la photophobie. Les cellules à mélanopsine, qu'est-ce que c'est? C'est des cellules ganglionnaires. Alors, vous savez, classiquement, toute l'information visuelle, les photons vont arriver sur les photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets, vont entraîner la modification d'une protéine qu'on appelle une opsine, qui va modifier sa conformation au contact de la lumière, avec une cascade qui va être mise en place, passant par les cellules bipolaires et puis les cellules ganglionnaires classiques. Les cellules à mélanopsine, qui sont aussi appelées IPRGCS, sont des cellules ganglionnaires, donc la troisième ligne, qui vont être directement activées par la lumière. C'est 0,5% des cellules ganglionnaires, c'est un tout petit nombre, et ce n'est pas n'importe quelle lumière, parce qu'elles vont avoir une opsine qui va être un petit peu différente, donc cette protéine qui va changer de conformation à la lumière, qui est un petit peu différente de celle des cônes, des bâtonnets, des cônes et des bâtonnets, et qui va s'activer, c'est celle-là, autour de 480 nanomètres, c'est-à-dire au niveau de la lumière bleue. Quelle information va-t-elle produire? Les cellules à mélanopsine, donc activées par
principalement la lumière bleue, vont activer 3 voies. Elles ne vont pas passer classiquement par le nerf optique, comme les autres cellules ganglionnaires qui vont conduire l'information au niveau du nerf optique, du chiasma, tractus optique, les radiations optiques et jusqu'au cortex occipital. La majorité des cellules à mélanopsine va passer par une autre voie en se divisant en 3 parties. Une partie qui va aller vers un noyau dans le tronc cérébral qu'on appelle le noyau suprachiasmatique et qui va jouer dans le rythme circadien. On a tous un rythme circadien, un rythme sur 24 heures, sauf que il n'est pas tous de 24 heures en fait. On a tous un rythme entre 23h30 et 24h30. Et on le sait quand on a laissé des gens dans la lumière, dans des caves pour voir leur évolution, on va progressivement, si on n'a plus aucun influx lumineux extérieur, se remettre sur notre rythme naturel. Et ces cellules à mélanopsine vont permettre de synchroniser le rythme sur nos 24 heures habituelles. Et vous savez que dans les patients déficients visuels, quand il y a une destruction des cellules à mélanopsine, quelquefois il faut les aider à reprendre un rythme circadien pour qu'ils ne se mettent pas en décalage de phase, parce qu'une demi-heure chaque jour, on arrive vite à une inversion de phase, et on peut notamment leur donner de la mélatonine dans certains cas. Deuxième type de cellules qui vont aller, deuxième type de conduction vers la pupille, le noyau d'Edinger-Westphal, ou la troisième, qui va être relié au 3, et qui va jouer sur la contraction de la pupille. Et la troisième, et c'est une voie plus récemment connue, va activer directement le thalamus. Et le thalamus, c'est un endroit où il y a les régions, notamment tout ce qui est la perception de la douleur. Donc on commence à voir l'activation de la lumière et puis cette perception de cette activation du thalamus. Et finalement, quelles sont les étiologies de la photophobie? Alors, je vous ai mis un article, une synthèse de plusieurs articles sur les étiologies de la photophobie. Autant vous dire qu'il y en a quelques-unes. Je ne vous les lirai pas toutes, ça n'a pas grand intérêt. Et en consultation ou quand vous voyez ces patients, qu'est-ce qu'il faut vous poser comme question? On ne va pas faire l'ensemble des étiologies, ça n'a pas d'intérêt, mais on voit qu'il y a des étiologies qui sont ophtalmologiques, partie antérieure, partie postérieure, tout ce qui est neurologique, il y a des médicaments, et puis il y a plein d'autres choses dont des causes extrêmement rares. La trisomie 18, autant vous dire que vous n'en verrez pas beaucoup dans vos consultations parce que c'est malheureusement pas viable très longtemps. Et quand on finalement devant une photophobie, il y a 3 étiologies, de façon très simple. Premièrement, ophtalmologique. Et dans les ophtalmologiques, bien sûr, c'est tout ce qui va être les troubles des milieux et en premier lieu les atteintes cornéennes. Il y a une petite étude, belle étude qui a été rapportée à la SFO en 2018 sur des patients qui venaient en consultation pour photophobie et qui retrouvent dans leur pourcentage des kératites et ulcères de la cornée post-traumatique dans 30% des cas, des atteintes kératoconjonctivites infectieuses dans 23%, et puis des formes allergiques, surtout chez l'enfant, chez la personne de moins de 20 ans. Et puis une sécheresse oculaire, finalement, dans cette étude, moins importante que ce qu'on pensait, puisque ce n'est que 7% dans l'étude qu'ils ont fait. Les uvéites, bien sûr, très rarement les troubles réfractifs, et puis les cataractes. Alors les cataractes, 18% quand même des sujets de plus de 60 ans sont impliqués dans la photophobie. Une petite partie de dystrophie rétinienne et puis des névrites optiques. Donc eux ne l'avaient même pas chiffré, il n'y a même pas de pourcentage, il n'y avait aucun cas dans leurs étiologies de motifs de consultation photophobie. Donc en pratique, première cause à rechercher, ophtalmologique. Bon, c'est pour ça qu'ils viennent en général. Et principalement, on est sur les pathologies de la cornée, plus rarement uvéites et cataractes. Deuxième cause, forcément, c'est neurologique. Alors, neurologique, c'est assez simple. En général, toutes les causes méningées, on les voit quand ils arrivent. C'est-à-dire que l'hémorragie méningée, c'est pas la petite hémorragie, c'est quelqu'un qui va prendre sa douche, par exemple, et qui d'un seul coup va avoir des maux de tête extrêmement intenses. C'est le coup de tonnerre dans le ciel serein. L'hémorragie méningée, il n'y a pas de doute, c'est pas les petites céphalées, c'est vraiment tout allait bien, et d'un seul coup, brutalement, hémorragie méningée, c'est l'espèce de maux de tête extrêmement intense, brutal, foudroyant, impossible de faire quoi que ce soit.
il y a une raideur qui se met en place automatiquement. Pourquoi? Parce que les méninges vont se rétracter. Donc les patients vont ne plus bouger, vomissement, photophobie majeure, on rate pas. L'hémorragie méningée, il y a une consultation directe, c'est rare que ces patients viennent en consultation. La méningite, selon le type de méningite, quand on est sur une méningite bactérienne ou importante, c'est la même chose, sauf qu'en plus il y a de la fièvre. C'est une inflammation des méninges, le plus souvent d'origine infectieuse, rarement virale, viral ou bactérien, moins grave quand c'est viral. Donc ces tableaux, ils sont généralement très vite diagnostiqués. La méningite, on fait une ponction lombaire et bien sûr, avant toute ponction lombaire, il y a toujours une imagerie cérébrale. En neurologie, on ne fait jamais de ponction lombaire sans imagerie pour être sûr qu'il n'y ait pas de masse qui pousse et un risque d'engagement. Ceux-là, ils sont mis de côté, ils sont bien sûr dans la photophobie, mais ils ne vont pas venir en consultation. Et beaucoup plus fréquemment, on voit des patients migraineux. Et alors là, les patients migraineux, c'est pas évident. Premièrement, c'est dans la définition de la migraine. La migraine, c'est une douleur, donc c'est des céphalées en hémicranie, pulsatiles, qui vont durer entre 4 et 72 heures, avec une photophobie, donc gêne à la lumière et au bruit, associée à des nausées et vomissements. Donc ça, c'est dans la définition même de la migraine. Pendant la migraine, il y a une photophobie. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il y a un tiers, plus de 35% des patients migraineux qui, en dehors des épisodes de migraine, vont être photophobes. Et ça, on en voit plein en consultation. En plus, beaucoup de neurologues, plus de 30% des neurologues sont migraineux. Il y a un biais en neurologie, spécialement. Il y a un biais chez les médecins, il y en a plus, mais en neurologie encore plus. Comme quoi on doit être attiré chez les migraineux par la neurologie. Et cette photophobie est encore plus marquée quand c'est en lumière bleue, plus qu'en lumière rouge ou en lumière verte, donc spécialement dans la lumière rouge. On peut voir également des photophobies dans les traumatismes crâniens ou dans les, j'ai pas mis là, mais dans les accidents vasculaires cérébraux. 35% en post-traumatisme crânien, et ça fait partie de ce qu'on appelle le syndrome fonctionnel des traumatisés crâniens, où on va retrouver des sensations de photophobie, sensations vertigineuses, céphalées. Ça fait partie du package, souvent des post-traumatisés crâniens. 35% à la phase aiguë, ça s'atténue, mais ça peut persister. Et ce diagnostic, vous allez... J'espère que la vidéo va marcher. Oui, ça marche. Je vous laisse voir. Là, c'est le collège des enseignants de neurologie. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs. Je trouvais que ils sont assez typiques. Souvent, ceux qu'on a en vidéo sont moins typiques. Donc, vous voyez cette photophobie très intense avec ce clignement. Et je vous le remets une troisième fois. Et c'est un motif qu'on voit assez souvent, finalement, en consultation, qui est le blépharospasme. Avec ce clignement, c'est pas parce qu'elle est... Alors, il y a une photophobie qui s'associe, mais c'est un clignement irrépressible au niveau visuel. Le traitement, en fait, c'est de mettre de la toxine pour empêcher le clignement. C'est pas parce qu'elle est photophobe qu'elle cligne des yeux. Alors effectivement, quand il y a une photophobie plus intense, les patients vont plus cligner. Dans certains cas, ça peut majorer le blépharospasme, mais le clignement, en fait, est d'origine neurologique. Quelquefois, c'est un conflit vasculo-nerveux, c'est-à-dire que c'est un conflit entre le 5 et la cinquième paire crânienne et puis une boucle vasculaire. Donc on fait une IRM pour vérifier si c'est ça, et dans certains cas, on peut intervenir pour enlever ce conflit afin d'améliorer. Le plus souvent, moi j'en ai très rarement vu des conflits, généralement c'est totalement idiopathique et les gens s'améliorent avec de la toxine. Alors après, quand on rentre dans la toxine, c'est tous les 3 mois. Et puis il y a cette dernière étiologie qui est pas peu fréquente, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est tous les fonctionnels. Et la très belle étude de Valérie Hughes, qui maintenant commence à dater, c'était en 2008, qui a repris tous ces patients qui arrivaient avec des lunettes de soleil et qui a fait le signe des lunettes de soleil. Donc elle a repris tous les patients qui venaient en consultation. Et ce qu'elle a vu, c'est que 96% des patients avec des baisses d'acuité visuelle anorganiques, donc avec un examen strictement normal et sans aucune étiologie, portaient des lunettes de soleil. À l'inverse, dans les patients qui venaient en consultation avec des lunettes de soleil, 80%, donc 4 patients sur 5, avaient en fait une pathologie anorganique, donc n'avaient aucune pathologie organique. Donc quand vous avez un patient en consultation avec des lunettes de soleil, dans votre salle d'attente, il y a 4 chances sur 5, une probabilité assez forte que ce soit un patient fonctionnel. Se pose également la question d'un nouveau syndrome qui a été proposé là, depuis 3-4 ans dans quelques articles, baptisés de façon différente. Un des articles propose le nom de ROBVAL, qui est l'association de douleur,
photophobie, baisse d'acuité visuelle unilatérale, avec tous les examens normaux, examen clinique normal, pas de déficit pupillaire afférent relatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retard de conduction à l'information quand on éclaire un œil puis l'autre, et puis les examens complémentaires étaient normaux. Après, toute une discussion, savoir quel est ce syndrome, dans quoi on le classe. L'amélioration est faite par de l'amitriptyline, donc du Laroxyl, c'est-à-dire un antidépresseur. Et avec une efficacité importante. C'est un traitement qu'on donne dans les céphalées de tension, par exemple, les gens qui ont des céphalées en fin de journée et qui peuvent avoir, peut s'associer à ce syndrome. Donc c'est une proposition de définir ces patients comme dans ce syndrome, sachant qu'actuellement on parle de fonctionnel. Et donc, qu'est-ce qu'on peut proposer finalement comme arbre décisionnel devant une photophobie? Donc ça, c'est un article qui propose ça comme proposition décisionnelle. C'est finalement, quand il y a quelqu'un qui vient pour une photophobie, s'il a des problèmes neurologiques, de la fièvre, des troubles de la vigilance, de toute façon, vous ne posez pas trop de questions, il va aux urgences, il a une imagerie cérébrale, une ponction lombaire. Donc, ceux-là, ils sont assez vite éliminés. Généralement, ils ne restent pas très longtemps dans la salle d'attente s'ils y sont arrivés par erreur. L'examen clinique, tout ce qui est lampe à fente, test de Schirmer, tout rechercher ce qui est l'œil sec, le soin des paupières, mettre en place des collyres, voir s'il y a une disparition de la douleur avec un collyre anesthésique. Pourquoi? Pour rechercher tout ce qui est pathologie cornéenne, notamment neurotrophique, et puis les complications des yeux secs. Savoir s'il y a une héméralopie, des antécédents familiaux de baisse d'acuité visuelle pour une dystrophie rétinienne. Donc, on peut faire un électrorétinogramme. Et puis le clignement involontaire, vous l'avez vu, ce blépharospasme très important qui peut être proposé, être traité par de la toxine. Et puis finalement, si tout est négatif, on se retrouve, s'il y a une histoire de migraine chez un patient migraineux, se pose la question du rôle de la migraine. Et bien sûr, c'est comme ça que ça se passe en fait. Le patient migraineux, on ne commence pas à lui dire « Ah ben c'est évident, la photophobie, c'est la migraine ». Parce qu'il faut éliminer toutes les autres causes. C'est pas parce qu'il est migraineux, je vous dis, 30% des neurologues, donc vous ne trompez pas quand même. C'est pas parce qu'il est migraineux qu'il faut tout de suite dire que c'est la migraine. C'est un diagnostic d'élimination, la photophobie chez les patients migraineux. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer aux patients migraineux? Ce qu'on voit dans la migraine, c'est que les patients ont une perception anormale. Donc ici, vous voyez la perception de la douleur chez les patients migraineux, notamment donc on voit l'activation des cônes en bas, en fonction de l'intensité lumineuse, et puis des cellules à mélanopsine. En gris, c'est le patient normal. Vous et moi, sinon personne n'est photophobe dans la salle, et migraineux. Je suis migraineuse, donc je ne suis pas là-dedans. Voilà. Le patient qui a des migraines avec aura, vous voyez, quand il y a de la lumière, va avoir une augmentation beaucoup plus importante de sa perception néfaste de la lumière. Et quand on regarde également l'activation, donc c'est l'activation de ces cellules à mélanopsine, qui va être beaucoup plus importante chez le patient qui a des migraines avec aura, et encore plus quand il a des migraines sans aura. Et finalement, ce qui se passe au niveau une des hypothèses, c'est qu'il y a une altération du traitement au niveau des cellules à mélanopsine. Alors, il y a une différence, il y a une altération du traitement vers toute la voie du thalamus, mais quand on regarde le fonctionnement de la pupille, il n'y a pas de différence chez les patients migraineux et non migraineux. Donc ce serait vraiment une altération du traitement après les cellules à mélanopsine vers tout ce qui est le traitement dans le thalamus, avec une espèce d'hypersensibilité ou une hyperactivation de l'apport de l'information des cellules à mélanopsine chez les patients migraineux. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer en pratique? Les cellules à mélanopsine, elles agissent dans le 480 nanomètres et du coup de longueur d'onde, et du coup il y a une proposition de ces verres dans les roses clairs qui s'appellent, alors il y a plein de possibilités selon les publications, mais c'est dans les 480. Ici c'est le normal, et puis ici avec le filtre de ces verres. Donc c'est une des propositions possibles. Une autre proposition est bien sûr la mise en place de traitements anti-migraineux qui va abaisser le seuil, à condition qu'il y ait une indication. Un traitement anti-migraineux, c'est au moins 4 épisodes par mois. Puisque c'est un traitement tous les jours, on part sur au moins 3 mois, voire 6 mois de traitement de fond pour la migraine. Alors on revient à monsieur L, 30 ans. Mais qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il avait finalement ce monsieur? Donc il fait assez fonctionnel dans sa présentation, il a ses grosses lunettes, il ne veut pas qu'on le
On a du mal à faire l'acuité visuelle, c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce que vous pensez de son fond d'œil? Donc, c'est un petit peu différent. Là, finalement, sur l'Optos, on voit un petit peu mieux. On peut se poser la question, savoir si c'est pas un petit peu anormal. On va voir un peu sur les autres examens. Sur son champ visuel, il y a un scotome central bilatéral, ce qui fait quand même pas très fonctionnel. Hein. On n'est pas sur la tête de souris ou enfin qu'on peut voir dans les choses fonctionnelles. Le champ est quand même bien systématisé. L'autofluorescence est clairement pathologique. Hein, ici et ici, on a une hyper-autofluorescence. Et puis, sur l'OCT, les cellules ganglionnaires, donc l'épaisseur des cellules qui vont constituer le nerf optique, sont quasiment normales. Mais par contre, on peut se poser la question de l'épaisseur de la macula. Et en fait, au niveau de la macula, il y a des anomalies qui sont assez marquées, qui s'intègrent. Pour lesquelles je vais faire un électrorétinogramme avec une diminution du fonctionnement des réponses de la rétine, notamment prédominant en conditions photopiques. Et en fait, il avait une ataxie spinocérébelleuse de type 7 avec très peu de symptômes neurologiques, puisqu'il avait une vie relativement préservée. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que c'est une pathologie, c'est la SCA7, qui n'est pas si rare, qu'on voit notamment en rééducation, qui peut, avec des formes donc très variables, ataxie, dysarthrie, dégénérescence rétinienne, mais très souvent, donc ces patients ont donc ataxie, c'est-à-dire qu'ils vont avoir du mal à marcher, des troubles de l'équilibre, dysarthrie, du mal à parler, donc ça c'est sur des formes plus évoluées, et puis il peut y avoir une atteinte rétinienne avec une dégénérescence qui va, avec notamment de type cône, enfin qui va toucher les cônes de type cône bâtonné, et une photophobie extrêmement importante. La vision des couleurs, la photophobie quelquefois peut précéder l'atteinte au niveau ophtalmologique. Enfin, au niveau des autres atteintes, et avec des atteintes ophtalmologiques peu marquées. Alors là, j'ai mis des exemples plus marqués, le diagnostic a été fait, mais en fait, quelques années avant, c'était vraiment difficile de faire le diagnostic de ce patient qui était déjà gêné pour une photophobie. C'est une maladie par expansion de triplés. On sait que dans la transmission, il va transmettre un nombre de triplés plus important. Et donc, ces enfants et les suivants vont avoir des pathologies plus marquées. Donc, c'est vraiment très important de faire le dépistage pour tout ce qui est conseil génétique par la suite. Et lui a une forme minime, à 30 ans. Il n'a quasiment pas de troubles neurologiques. Et il est uniquement gêné par sa photophobie avec une gêne à la conduite. Donc, pour conclure, la photophobie, on ne peut pas la mesurer, c'est une perception anormale de la lumière. On peut mesurer l'éblouissement, mais qui n'est pas exactement la même chose. 3 étiologies, ophtalmologiques, neurologiques, fonctionnelles. Il faut vraiment, avant d'aller vers le fonctionnel, éliminer les étiologies ophtalmologiques et neurologiques et voir, bien sûr, revoir les patients dans les étiologies ophtalmologiques qui ne sont pas toujours évidentes. Dans les aides diagnostiques, il y a le test oculaire anesthésiant qui peut améliorer dans tout ce qui est pathologie de surface. Et puis l'électrophysiologie visuelle. Les patients très photophobes, personnellement, moi je leur fais tous un ERG. Enfin, je veux bien avoir votre... si on n'a pas d'étiologie, pour être sûr de ne pas passer à côté d'autres choses. Et puis les traitements qui peuvent être proposés, donc que ce soit topique... toxine botulique pour le blépharospasme, c'est un petit diagnostic, on en voit, je sais pas, tous les 2 mois, il y en a quand même en consultation et ça rend vraiment service de les orienter vers de la toxine pour éviter de leur dire que c'est rien et qu'ils sont juste gênés par la lumière, c'est pour ça qu'ils ferment les yeux. C'est un peu... Et puis les antimigraineux, le rôle des filtres, après c'est rose, c'est pas toujours, c'est pas désagréable à porter comme ça, mais faut voir par la suite, voir le traitement de fond, c'est souvent ce que choisissent les patients, voir les deux. Voilà. Et puis donc cette possibilité de le mesurer par le test Gler, sans que ce soit possible de le quantifier de façon très précise. Je vous remercie pour votre attention.